Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs de Westrack Radio. Vous êtes dans votre émission féminine, féministe, humaniste et locale, Le Chant des Sirènes. Et c'est notre 89e émission. Oh là là, tout ce temps passé derrière les micros, en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, car moi perso je suis regonflé à bloc d'énergie, car j'ai passé le week-end au Fort et au festival Fall Weather. Voilà, c'était une programmation de ouf, une programmation musicale de ouf, des sourires, le public, enfin voilà, c'était l'égrégore général. Enfin voilà, tout était réuni pour passer un bon moment et voilà, félicitations, un énorme bravo à toute l'équipe de bénévoles de l'association Fake Live qui redonne à la scène rock havraise ses lettres de noblesse. Et oui, la route du rock au Havre, et c'était ce week-end, alors longue vie au Fall Weather Festival. Ce soir, comme tous les 15 jours, on se retrouve entre filles et avec moi autour des micros ce soir, nous avons Caro. Coucou Caro. Coucou. Oui, ça bonsoir. va bien remise de ton week-end ? Oh oui, très bien. Et nous avons Tiffaine à la technique et en chroniqueuse aussi. Coucou Marie. Et ce soir, on parlera du retour à la terre. Alors imaginez plonger ses mains dans la terre, y planter une graine, apprendre la patience aux côtés de la nature en observant son merveilleux travail, la regarder tous les jours grandir petit à petit, en prendre soin, l'arroser, lui enlever les mauvaises herbes qui l'entourent, bien qu'apparemment il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, mais bon. La soigner, la voir grandir et fleurir, s'imaginer le délicieux fruit ou légume qu'elle deviendra prochainement. Puis, le jour venu, cueillir ce fruit patiemment imaginé, le partager, le cuisiner, récupérant ses prochaines graines, mettre le reste au compost pour son retour à la terre. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et nos vies aussi, notre planète aussi. Et pour cette émission Retour à la Terre, on donne la parole à celles et ceux qui patiemment plantent de nouvelles graines pour nous nourrir. Et ce soir, nous avons en invité donc Gladys du Champ des Comestibles. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Donc Gladys qui est à Cauville-sur-Mer. Et Marie et Géraldine de l'association Graines en Main, qui se situe à Étain-Lu. Bonsoir les filles. Bonsoir. Donc avec vous, on va discuter de tout ça. Voilà, on va retourner à la terre avec vous ce soir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'écouter un petit morceau pour se redonner la forme. J'ai pas été chercher très loin, puisque c'est un groupe qu'on a vu ce week-end. Le groupe s'appelle j'arrive jamais à le dire, Surfboard. C'est du punk, du vrai. C'est un quatuor mené par Dani Miller, la chanteuse et performeuse fantastique. C'est la relève du punk américain. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de fun, pas de premier degré, des morceaux courts et violents, souvent drôles, toujours mortels. Et j'adore quand elle dit qu'est-ce que vous pensez de l'état de la scène actuelle, de la scène punk. Elle dit je me rends pas tellement compte de l'état du punk ou des différentes scènes, mais je peux dire qu'on sait quand on est sincère et qu'on est là les uns pour les autres avec un sens de la communauté. Et c'est ça le punk pour moi. Le punk, c'est défendre les autres et se battre avec les problèmes de santé mentale en dansant et en hurlant à la lune. Eh bien, on écoute le morceau de Surfboard qui s'appelle Open Your Eyes. Je vais pas y arriver. Yesterday was so low. Things will be so
Et oui, vous êtes toujours dans le chant des sirènes. On vient d'écouter le morceau Open Your Eyes de Surfboard. Et on va commencer par quelques news. Eh bien, ce week-end, il n'y avait pas que Full Weather. Depuis la semaine dernière, il y a le Festival de Cannes qui a commencé. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais l'équipe du documentaire Riposte féminine, donc c'est un documentaire de Marie Pérennes et de Simon Depardon autour des colleuses françaises, en fait. Donc, c'est ces femmes qui vont coller des slogans en fait, féministes dans la rue. Je ne sais pas si vous en avez croisé déjà. Il y en a au Havre, en tout cas, ouais. Voilà. Et du coup, elles ont monté les marches du Festival de Cannes avec une longue banderole où sont écrits les prénoms des 129 femmes victimes de féminicide en France depuis le dernier Festival de Cannes. Trop longue banderole, on peut dire. Trop longue banderole, ouais. 129, ça fait beaucoup. Voilà, donc le documentaire, je vous fais le pitch. Donc, Élise à Brest, Alexia à Saint-Étienne, Cécile à Compiègne ou encore Gilles à Marseille. Elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu'elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d'autres n'ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre les violences qui ont trop souvent bouleversé leur vie. Le sexisme est partout, elles aussi. Et c'est avec Marina Foïs, ce documentaire, donc on a très hâte de le voir, Riposte féminine. Voilà, Tiffen, je crois que tu avais quelque chose aussi sur le Festival de Cannes. En fait, on peut ajouter qu'en écho à cette banderole, on a aussi pu voir et entendre une activiste du mouvement Scum, torse nu, le haut du corps peint aux couleurs du drapeau ukrainien, les culottes entachées de peinture rouge, avec pour slogan Stop Raping Us, ou en français Arrêtez de nous violer, une protestation claire contre les violences faites aux femmes ukrainiennes depuis le début de la guerre par les soldats russes. Alors, j'aimerais aussi rester un petit peu à Cannes un instant en parlant aussi du film Salam, un film présenté hors compétition. J'arrive pas à parler moi non plus. Voilà, hors compétition. Un film documentaire d'1h20 qui sera présenté jeudi prochain au festival. Alors, ce film, c'est l'histoire de la rappeuse Diams. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Mais pas que, ça nous parle aussi de la femme derrière la rappeuse, d'où pourquoi c'est signé Mélanie Diams. Pour la première fois, face caméra, elle se confie sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l'islam. Elle nous entraîne sur les traces de Diams et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire. C'est produit par Brut. Le film doit normalement sortir sur Brut X, mais il sera possible de le voir au cinéma, mais que pendant 2 dates, le 1er et 2 juillet prochains. Diams, qui je le rappelle, a remporté aussi le prix du meilleur album aux Victoires de la musique pour Brut de femme, son album. C'est aussi elle qui se cache derrière le titre Marine, où elle chante « Tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que tu es le problème d'une jeunesse qui saigne ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Engagée, même si elle dit que non, elle porte la jeunesse des cités, mais aussi les femmes. Elle fait du rap parce qu'elle aime le rap, et ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas en faire. En 2009, Paris Match dévoile des photos d'elle voilée sortant d'une mosquée, l'obligeant du coup à justifier son choix de conversion et à le rendre public. Elle n'a depuis pas perdu sa plume car elle écrit toujours, mais des livres cette fois-ci. Donc pour suivre son parcours, comme on l'a dit, rendez-vous en salle le 1er et le 2 juillet pour découvrir Salam. Merci Tiffen. Tiffen, t'as encore une autre chronique? Non, Caro, tu... Ok, oui, on a un micro pour 2 alors. Et ça, c'est personne ne le voit. Alors, allez, enchaîne pour le chaîne. Ouais, on va changer un peu de sujet. On a parlé de Cannes, on va parler aussi du gouvernement. Alors, j'ai envie de parler du fait qu'on a une première ministre femme. Eh oui, alors ça s'était pas vu depuis. C'est ça, une femme première ministre. Ça claque. Après, si je dis Elisabeth Borne, première ministre, ça claque peut-être un peu moins. Ça tombe tout de suite un peu. Bon, en vrai, ce qu'il y a de positif avec ce nouveau gouvernement, c'est qu'on compte pas mal de femmes. Je vais les citer. Amélie Oudéa-Castéra au sport, Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique, Rima Abdul-Malak à la culture, Yael Braun-Pivet pour l'outre-mer, Sylvie Retailleau pour l'enseignement supérieur. Peut-être que ça saoule des gens que je liste, mais on cite pas souvent des femmes. Alors je vais le faire quand même, je m'en fous. Brigitte Bourguignon à la santé, Amélie de Montchalin à la transition écologique, Catherine Colonna pour l'Europe, Isabelle Rome pour l'égalité femmes-hommes. Bref, pas mal de femmes. Alors, sans regarder qui est à gauche, qui est à droite, qui est bien, qui est pas bien, pas mal de femmes, donc c'est bien.
Sauf, parce que oui, il y a toujours un sauf, outre le rôle de première ministre, c'est encore à la culture, à la santé, à l'écologie qu'on retrouve les femmes. Pas de femmes au pouvoir à proprement dit. On a un homme au poste de ministre de l'économie, un homme comme ministre de l'Intérieur, un homme comme ministre de la Justice, un homme comme ministre des Armées, un homme comme ministre de l'Éducation nationale, ou encore un homme ministre du Travail. Bref, en gros, le casting principal est rempli d'hommes, le tout noyé sous un tas de rôles secondaires féminins. Caro, tu... Oui, voilà, le micro est loin. Le micro est un peu loin. Et non, mais après, voilà, il y a aussi des polémiques forcément autour de ces nominations, parce que encore une fois, on retrouve des hommes cités et appelés dans ce gouvernement qui sont accusés ou voilà, qui ont eu des accusations de harcèlement sexuel, de violence sexuelle. Voilà, il y avait déjà Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et encore un nouveau ministre, donc ministre de l'autonomie, Damien Abad, qui est aussi accusé de harcèlement. Donc après, voilà, la justice n'a pas tranché, donc on va pas se faire la voie de la justice. Mais ça m'a quand même fait un petit quelque chose, parce qu'il y a quelques semaines, il y a Taha Bouaf, qui est un militant antiraciste, qui devait se présenter pour représenter l'Union populaire aux législatives, qui s'est finalement retiré suite à un signalement envoyé à la cellule de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. En fait, voilà, il y a eu des signalements sur des agissements de violences sexistes, de harcèlement sexuel, je sais plus. Oui, de harcèlement sexuel. Et donc, face à ce signalement, qui est même pas encore une action en justice, il a décidé de se retirer. Voilà. Bon, voilà, c'était plutôt on va dire entre guillemets un beau geste, hein, même ça aurait été mieux de pas en arriver là, mais en tout cas, voilà, il s'est retiré. Et moi, ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai vu des hommes être nommés ministres qui étaient encore sous le coup de présomption de quelque chose. Elisabeth Borne a dit que bien évidemment, s'il y avait le moindre doute, elle l'aurait jamais nommé, et que la justice fera son affaire. Mais voilà, c'est un peu... Après, c'est un choix qui est propre à chacun, mais j'ai trouvé que c'était un peu deux poids deux mesures, et que ça devrait être normal de dire je peux pas être une personnalité politique publique et avoir cette casserole. Voilà, après voilà, on sait pas si c'est non, il y a la présomption d'innocence, voilà, bien sûr. mais en tout cas c'est quand même s'il avait été je sais pas accusé de détournement de fonds, est-ce qu'il aurait été nommé au ministère? Voilà, on sait pas. Oui. Bien sûr, ça pose pas de problème. Oui, j'ai pas trouvé un autre exemple. Bon, voilà, mais bon, ça passe encore. C'était quand même parce qu'on n'est pas toujours contente, donc c'était pour le dire aussi. Yes, et moi, pour préparer l'émission, du coup, j'ai essayé de regarder pas mal de documentaires, parce que je suis un peu lente à lire. Et j'ai vu Envoyé spécial avec Élise Lucet. Et en fait, c'est un documentaire, donc c'était dans Envoyé spécial, et c'était un petit documentaire qui s'appelle Les sacrifiés du sucre. C'est un reportage de Mathilde Cusin, Alban Alvarez et Mathilde Drouet. Donc en fait, c'est en Inde. Donc c'est les ramasseuses de canne à sucre qui, dans la région de Bide en Inde, se plaignent d'avoir des maux de ventre. En fait, elles ont des maux de ventre, et pour y mettre fin, on leur propose tout simplement une ablation de l'utérus et des ovaires. Mais en plus, non seulement les douleurs ne s'arrêtent pas, mais en plus elles souffrent ensuite de ménopause précoce. Enfin, des minettes de 20 ans, elles ont des corps et des têtes de quarantenaires, quoi. Et c'est assez impressionnant. Donc leur calvaire ne fait que s'empirer, parce que ça soigne pas leurs maux de ventre. Et du coup, on se demande en fait ce qui se passe, parce que ces femmes, est-ce qu'elles sont stérilisées abusivement? Il y a tout un business aussi des médecins, parce qu'évidemment c'est payant. Ce que j'allais dire du coup. Et quelle est la responsabilité de l'industrie sucrière dans leur maladie? Est-ce que c'est pas dû aux produits chimiques qui sont employés? Et donc dans le documentaire, si vous avez l'occasion de le voir, franchement, il est assez effarant. Et t'as une indienne qui essaie de se battre, qui a rencontré plein de femmes justement dans des petits villages et tout, et il y en a vraiment énormément en fait qui subissent ces opérations.
Et en fait, ils se sont rendus compte que dans leurs cheveux, ils ont prélevé des cheveux en fait pour faire une enquête et tout ça. Et il y a du barium, donc c'est un produit chimique en fait qui est largement dépassé les doses légalement prescrites ou enfin qu'on peut supporter. Prescrites entre guillemets. Pardon. Voilà. Mais entre très gros guillemets, tu vois, le prescrit, c'est entre les doses et en fait, elles quoi. sont vraiment toutes. J'ai un peu mal au ventre, alors que c'est dû justement à ces pesticides qui, voilà, les femmes sont plus sensibles aussi aux pesticides que les hommes. Et du coup, bah, tout simplement, les chefs d'exploitation ils disent, bah, tu vas te faire opérer, alors qu'en fait, ça change rien du tout, mais elles sont juste empoisonnées. Voilà, en fait, c'est ça. Mais pour continuer à bosser, c'est limite si tu dois pas le faire, quoi. Donc c'est assez catastrophique. Et voilà, et puis... Ouais, moi je voulais aussi parler de sport pour clôturer peut-être ces news, puisqu'on a affaire à une grande première dans l'histoire du football. La sélection des arbitres de la Coupe du Monde a été effectuée et communiquée jeudi dernier, et parmi les 36 arbitres principaux, je vous passe, il y a 69 assistants et 24 chargés de la vidéo aussi. Tu vas pas tous les nommer. Hein. Non, mais on compte 6 femmes. Wouhou! Alors... Je dis woufou, 6 sur 36, c'est pas énorme, mais c'est déjà un pas en avant. Alors, on peut les citer une fois encore. Vas-y. On a la française Stéphanie Frappard, la rwandaise Salima Mukansanga, la japonaise Yoshimi Yamashita, la brésilienne Neuza Bach, la mexicaine Karen Diaz Medina et l'américaine Catherine Nesbitt. Alors, comme Pierluigi Collina, je ne sais pas comment ça se prononce, présidente de la commission des arbitres. On espère que la présence de femmes dans l'arbitrage lors de compétitions masculines pro deviendra vite une règle et non une exception. Et en parlant de sport, j'ai envie de parler aussi un peu local, puisque les féminines du HAC signent enfin leur retour en D1 après leur victoire d'hier contre Vandenheim féminin, une équipe alsacienne, 4-0, c'est plutôt pas mal. On a pu lire d'ailleurs dans Paris-Normandie que les Ciels et Marines savaient désormais ce qui les attendait, mais qu'il faudra patienter pour connaître l'identité des recrues, car il existait d'ailleurs quand même déjà un socle solide sur lequel construire. Merci Tiffen, et moi je vais juste finir par une petite pensée pour Mystique, en fait princesse du graffiti, qui est décédée hier à l'âge de 66 ans. Elle était connue pour ses silhouettes de femmes brunes, sexy et poétiques, peint plutôt au pochoir sur les murs de la capitale. C'était une super street artiste, elle n'a cessé de façonner sa légende sur les murs, les façades décrépites, sous un réverbère, une impasse ou un trottoir mal éclairé. Voilà, c'est une grande dame qui s'en va aussi. Mais pour se réjouir un petit peu, on va écouter un petit morceau d'un groupe que j'ai découvert du coup encore ce week-end. Non, c'est pas vrai, parce que t'as passé un bon week-end, je crois, non ? Ouais, non, c'était très chiant. Non, j'ai passé un super week-end. J'étais so high. Et donc c'est un morceau, c'est un groupe qui s'appelle Talk Show, qui a joué vendredi soir. Non, c'est pas le groupe américain, parce qu'il y a un groupe américain de rock alternatif des années 90, mais bien un groupe de 4 jeunes du sud de Londres. Talk Show nous a séduit vendredi soir avec leur dark pop, post-punk, new wave. Moi, j'ai adoré la voix du chanteur-guitariste, sa voix rocailleuse, qui est pas sans rappeler un peu la voix de Ian Curtis de Joy Division, qui doit évidemment être une de leurs influences, et aussi la batteuse qui était super. Et on écoute le morceau donc de Talk Show qui s'appelle Petrolhead. The clash of glasses
Vous êtes toujours dans le chant des sirènes, on vient d'écouter Talk Show, le morceau Petrolhead, c'est super. Et on va revenir à notre sujet du jour avec nos invités, car pendant que les actionnaires des géants de l'agroalimentaire réclament encore plus de dividendes et font pression sur les gouvernements du monde entier pour continuer d'utiliser des pesticides, d'exploiter les peuples d'agriculteurs partout dans le monde, de paysans, de détruire la biodiversité sous prétexte de pouvoir continuer à fournir à bas prix de la nourriture, d'autres citoyens et citoyennes, maraîchers, maraîchères, ont commencé à agir sans attendre pour une agriculture respectueuse, résiliente, durable et sociale. On commence par Gladys, du coup, du Champ des Comestibles. Donc Gladys, tu tiens la ferme, donc cette ferme, le Champ des Comestibles, qui est une ferme biologique aux légumes aromatiques et fleurs comestibles à Coville-sur-Mer. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, depuis combien de temps tu fais ce métier ? Est-ce que c'est une reconversion ? Voilà. C'est une reconversion. Alors, je suis installée depuis 2019. D'accord. Mais avant ça, je suis passée sur l'espace test agricole de la CODA à Coville-sur-Mer. Ok, donc ça, c'était quoi l'espace agricole ? C'est un lieu où, justement, tous les porteurs de projets en maraîchage biologique peuvent passer. Ok, et là, ça existe encore toujours maintenant ? Oui, ouais. Donc, on candidate et puis voilà. Et tu faisais quoi dans ta vie d'avant alors ? Alors, j'ai élevé mes enfants déjà, 11 ans. C'est un beau boulot. Ouais, j'ai fait du secrétariat et voilà, ça passe vite. Et du coup, c'était quoi ? C'était une passion Ouais, une passion que j'ai découvert au fil du temps. Et voilà, ça s'est fait tout doucement, ça mûrit, c'est un projet qui a pris du temps. Et tu avais fait une formation ou quelque chose avant d'être dans cet espace ? Du coup, j'ai fait un BP horticole. Ok. Donc, c'est pas du maraîchage, mais quand même, c'est les bases. Oui, déjà. C'est les bases. Ok, la base des plantes, voilà, comment c'est la elle base. fonctionne. Ok, et les filles, du coup, on a avec nous aussi Marie et Géraldine de l'association Graines en Main, qui est, elle, à Étain-U. Salut les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aussi chacune votre tour, votre parcours ? Peut-être toi, Marie, du coup, qui est... j'ai noté, je suis encadrante technique. Voilà, merci. Encadrante technique. Merci, en maraîchage. Voilà, en maraîchage. Donc moi, ça va faire 2 ans et demi que j'occupe le poste d'encadrante technique en maraîchage. Donc voilà, nous, le fonctionnement, on est donc sur un chantier d'insertion. Donc qui dit chantier d'insertion dit accueil d'un collectif de salariés. Donc on a du coup, nous, en fait, on est sur deux sites. On a donc à Étain-U, à Graines en Main, et à Éproménil depuis 2 ans. Et donc en tout, on est autour de 7 à 8 hectares. Donc l'idée, c'est d'avoir une production en maraîchage bio, mais d'accompagner chaque salarié dans son parcours, pendant son parcours chez nous. Donc moi, en fait, avant ça, j'étais ouvrière maraîchère, mais très, très peu de temps. Ça fait suite à une reconversion professionnelle. Avant, j'étais dans l'éducatif social. Et en fait, je m'occupais d'une AMAP. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce que c'est qu'une AMAP. Donc, association, tu peux le rappeler, ouais. Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc, avec d'autres AMAPiens. L'idée, c'est en gros de mener un partenariat privilégié entre consommateurs et producteurs. Donc il n'y a pas que les maraîchers dans la partie. On a aussi des arboriculteurs, des éleveurs, des boulangers. Chaque AMAP a son fonctionnement et ses partenariats. Mais en gros, le deal, en tout cas sur le maraîchage, c'est on s'engage en tant qu'AMAPien pendant 6 mois à venir récupérer toutes les semaines son panier de légumes, qui est donc sur une production locale en maraîchage, diversifiée, biologique. Et en gros, on choisit pas ses légumes, on fait avec ce que la nature veut bien donner, avec les contraintes climatiques et autres, parce qu'il n'y a pas que la météo, on a aussi les petites maladies, on a aussi les nuisibles. Donc après aussi, ces partenariats-là, c'est aller filer la main sur la ferme. Et donc en fait, moi c'est en tant que petite amapienne qui filait la main aux producteurs qu'à un moment donné je me suis dit c'est ça qu'il faut faire. Je sais pas si c'est la crise de la trentaine, les enfants, bref. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi la connaissance, du coup on faisait partie d'une interamap parce que sur la pointe de Caux,
Les AMAP, plus ou moins selon les époques, sont plutôt fédérées, parce qu'on fonctionne toutes avec des producteurs différents, mais ça n'empêche pas le partage de valeur. Et donc, voilà, Graines en Main, c'est quand même à la base une ferme... associative, en plus. Alors, à la base, en fait, clairement, avant que ce soit Graines en Main, c'était une ferme donc portée par un couple de maraîchers qui, à un moment donné, on dit stop, en fait. Et donc en fait c'est un regroupement de citoyens, donc pas que des amapiens, et en fait cette ferme s'est faite racheter par du coup ce collectif de citoyens pour porter du coup une association porteuse d'un chantier d'insertion. Donc juste les anciens propriétaires partaient en retraite ou non, pour le coup c'était voilà une remise en question voilà de leur quotidien, de l'activité. Donc maintenant du coup le monsieur est le chef de culture à Graines en Main, mais voilà, en fait c'est aussi pour situer que tout ça c'est une petite aventure humaine. Voilà, j'ai essayé de la faire courte. Ouais, et Géraldine, du coup, toi tu travailles aussi à Graines en Main? Oui, depuis septembre 2017. Voilà. Moi, j'ai travaillé auparavant 25 ans et 20 ans principalement auprès d'adolescentes, dans le cadre de la protection de l'enfance, en tant qu'éducatrice spécialisée. Et je suis arrivée sur Graines en Main, oui, c'est ça, en septembre 2017. Donc, on avait à l'époque, on accueillait 5 salariés en parcours d'insertion. Et aujourd'hui, nous en avons entre 20 et 23. Voilà, donc le groupe s'est bien étendu. Et donc toi, tu es accompagnatrice socio-professionnelle, c'est ça ? C'est ça. Et quelles sont les missions des personnes que vous accompagnez en insertion ? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien au sein de la ferme ? Alors, c'est assez diversifié, après Marie en parlerait mieux que moi, mais pour le coup, on a un support très riche et avec des supports de travail intéressants, comme la vente, puisqu'on a un pôle vente quand même sur les marchés. Il y a 3 marchés, le marché de Lillebonne, le marché du Havre et le marché de Montivilliers. Alors lequel marché du Havre ? Parce qu'il y en a plusieurs. Placière, le vendredi matin. Donc ça, c'est en plus, les 2 marchés de Lillebonne et du Havre datent de longtemps déjà. Et puis le plus récent, c'est celui de Montivilliers. Ok. Qui va avoir un an. Ouais. Oui. Rejoignez-nous à Montivilliers. On a aussi une vente à la boutique sur le site d'Étain-Hu, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, qui est tenue par un ou une de nos salariés en autonomie. Donc il y a le pôle vente, voilà, Cécile, qui est une de nos collègues encadrante vente. Ouais. Voilà. On a la partie livraison de panier, il y a à peu près combien, Marie, 340, 350 ? On est en moyenne sur 300. Ça a baissé un petit peu. Je parle d'une moyenne. 300 adhérents ou 300 Donc on est paniers sur 300 paniers hebdomadaires où en fait voilà, là on est sur de la livraison de paniers en formule AMAP dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi on a la formule point de dépôt où là on est sur un autre type de public. C'est surtout en entreprise qu'on développe ça. C'est pour le coup là on n'a pas la distribution avec d'autres producteurs. C'est là c'est un petit peu plus de distance et on dépose les paniers. Merci, bonjour, au revoir et puis voilà. Mais voilà. Tout ça réuni, ça fait environ 300 paniers distribués du lundi au vendredi. Donc en fait, ce que Géraldine expliquait, c'est qu'on a le pôle vente, mais préparation de commandes, où en fait nous on part du principe que dans son parcours, en fait toute personne qui intègre l'équipe, elle vient avec ce qu'elle sait faire, elle vient aussi avec ce qu'elle ne sait pas faire. Donc la base, le support d'activité principal, c'est le maraîchage. Donc au vu de la thématique de ce soir, en termes de retour à la terre, on est quand même sur des collègues dont la plupart en fait se destinent pas du tout à l'agricole. Donc pour la plupart c'est une vraie découverte. C'est pas un retour, c'est une découverte de la terre. Ouais. Mais par contre, c'est pas des personnes qui viennent parce qu'elles ont une appétence pour le maraîchage, pour l'agriculture. Si on peut avoir quand même dans l'équipe des gens qui candidatent parce que ils ont envie de ça, mais finalement très peu. Parce que du coup, comment on fait pour rentrer dans le chantier d'insertion ? Enfin, faut faire une démarche, auprès de vous, ou c'est des, je sais pas Pôle Emploi, mais des structures qui vous envoient des gens. On fait partie de ce qu'on appelle une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, les personnes arrivent chez nous
principalement parce qu'elles sont orientées par des conseillers Pôle emploi, d'autres structures aussi habilitées, des missions locales. Mais on a aussi, nous, en tout cas, pour le coup, depuis le début, depuis la création, beaucoup de candidatures spontanées, en fait. Le bouche à oreille fonctionne plutôt pas mal. Et voilà, on a beaucoup de candidatures spontanées. Après, il faut répondre à des critères d'éligibilité, en fait. Voilà, bien aussi sûr. Pour intégrer pour avoir des chantier. Subventions, du coup, de l'État ou de la région ou autre, c'est ça ? Comment ? Enfin, c'est pour avoir aussi des subventions de la région ou des choses comme ça pour les chantiers d'insertion Alors, pour eux, en tout cas, si on parle des critères d'éligibilité, c'est pour les personnes, en fait, pour qu'elles puissent s'intégrer et bénéficier d'un agrément, en fait, pendant 2 ans. Ah oui, c'est 2 ans quand même. Alors, c'est pas 2 ans chez nous obligatoirement, en fait. Elles bénéficient d'un agrément pendant 2 ans, mais qui leur donne la possibilité d'intégrer une structure d'insertion par l'activité économique, qui peut être un chantier d'insertion comme le nôtre, mais qui peut être une entreprise d'insertion, une entreprise temporaire d'insertion. Il y a d'autres structures, en fait, que le chantier d'insertion. Nous, on a une modalité, de structure, mais voilà. Vous pouvez accueillir les personnes qui répondent. Il y en a plein d'autres, voilà. Et toi, Gladys, pour rebondir par rapport à ça, toi, t'es toute seule à gérer ton exploitation ou t'as d'autres gens avec toi ? Non, je suis toute seule. T'es toute seule. Ouais. Et est-ce que vous pouvez me rappeler, parce que j'ai toujours un doute, 1 hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres ou c'est 1000 mètres par 1000 mètres ? Alors, ça fait à peine 1 hectare. 9880 mètres carrés. Mètres carrés. Donc c'est 100 par 100 ? Non. D'accord. Non. C'est 1000. C'est 9880 par 9880. D'accord, ok, d'accord. Mètres carrés, d'accord. Ouais, c'est bon, merci, je l'ai. Ok, donc toi, t'es toute seule pour gérer tout ça. Ouais, et là, ça commence à être un peu compliqué. Ouais. Et ta fille qui est présente dans le studio, elle te file la main ? Pendant les vacances... Un petit peu peut-être. Ouais. Et toi, t'es présente du coup au marché Sainte-Cécile et sinon. Alors je fais Sainte-Cécile le samedi matin et le mercredi matin à Gonneville-la-Mallée. Ok. Et mercredi après-midi à la ferme. Ok, donc je crois que tu fais des visites aussi des fois de ta ferme. Ouais. Alors j'organise avec l'office de tourisme du Havre des visites, 3 dans la saison en été. Ok. Donc là, ce sera juillet, août, septembre. D'accord. Il y aura toutes les infos sur l'office. Ok, très bien. Après, je travaille aussi avec des restaurants pour vendre toutes mes petites fleurs, mes pousses, surtout ça, moins les légumes. Et tu dis que c'est compliqué parce que c'est d'arriver à un moment peut-être où tu t'es beaucoup développé et tu as besoin d'aide. En fait, c'est le temps, pas assez de temps, les journées sont trop courtes. Mais ça veut dire que ton activité s'est bien développée. Ouais, et voilà. qu'il y a eu une petite pause là, pendant le confinement, mais voilà, là ça redémarre, les restos reprennent, donc ça fait pas mal de boulot. Tant mieux. Ouais, c'est bien. Et du coup, c'est quoi les difficultés que vous pourrez rencontrer ? Parce que j'imagine que c'est des grosses journées aussi. Enfin, comment ça se passe, les vacances, les week-ends ? Enfin, est-ce que comment les vacances, très peu. Ouais, voilà. Et au mieux, c'est janvier, février. Ok. L'hiver. Ouais, l'hiver où il n'y a pas grand-chose qui pousse. Ouais. Et les week-ends, c'est décalé en fait. Ça va être. Enfin, nous, c'est du samedi soir au mardi, si on veut faire un week-end. Ok. Bon. Et vous, du coup, les filles, c'est quoi vos journées type un peu Alors... Il n'y a pas de journée type. Non, mais il n'y en a pas. Non, impossible. Non. Ok. Mais en fait, du coup, c'est assez... comment dire ? En fait, la difficulté, après, nous, on est quand même sur... c'est un chantier d'insertion qui est assez jeune, qui a que 5 ans. Ça fait 2 ans qu'on a mis en production aussi un autre site. Donc, en fait, tout se fait pas tout seul. Et qu'en fait, l'idée, c'est de mener cette... production, même si j'aime pas le terme, mais à bien, parce qu'en fait c'est le support d'activité pour toute l'équipe de salariés. Donc à un moment donné, se dire non, je suis en week-end, je vais pas aller arroser. Non, en fait, parce qu'en fait on est tributaire du temps. Si c'est le moment, si la fenêtre elle est là. S'il faut ratisser, c'est maintenant. S'il faut semer, c'est maintenant. Donc après aussi, c'est en gros comment nous on essaie de mettre en œuvre en fait un support d'activité pour que du coup chacun des salariés trouve sa place. Donc après on parlait de parcours aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée pour chacun c'est de s'approprier la plaine, de s'y repérer, mais c'est d'avoir l'occasion aussi de rencontrer les gens qui mangent les légumes que ses chers collègues du coup passent du temps à désherber, passent du temps à tailler
maraîcher, enfin je parle des tomates, des choses comme ça. Donc après en termes de temps, on n'est pas sur quelque chose de très stabilisé. Ouais, bah oui, et après on n'est pas non plus sur un fonctionnement, enfin vraiment là si d'autres, enfin Gladys peut le dire, mais puis aussi si d'autres maraîchères et maraîchers nous écoutent, enfin voilà, on peut pas caler non plus le fonctionnement de graines en main sur une ferme lambda en classique. fait. Voilà. Oui, peut-être vous êtes plusieurs salariés. Enfin, il y a un fonctionnement. Finalement, le maraîchage. C'est maraîchage bio, du coup. Ouais. Oui. Maraîchage bio, et c'est même si c'est des valeurs profondes, c'est plus un prétexte à l'insertion et à la formation et à alors pour le coup, prétexte, non. En fait, historiquement, voilà, c'était le mode d'agriculture en fait qu'avaient les anciens maraîchers. Qu'après, je pense que pour le collectif de citoyens qui s'est mobilisé, c'était important. En fait, pourquoi se mobiliser ? C'est pour maintenir quand même 4 à 5 hectares de maraîchage en agriculture biologique. Oui, parce que si en fait clairement ce collectif-là ne s'était pas monté, il y avait très très peu de personnes qui pouvaient se mobiliser pour récupérer ces 5 hectares, avec aussi la vente qu'elle est avec, où à l'époque c'était quand même 3 marchés autour des paniers. C'était historiquement, voilà, on a gardé les mêmes AMAP, du coup c'était 4 AMAP, si je dis pas de bêtises, Fécamp, la map potagère, la map des petits paniers, et puis Jeanne d'Arc, je crois, à l'époque aussi, et j'en oublie une. Je suis désolée pour ceux que j'oublie. Non, pas encore, non. Donc en fait voilà, c'était vraiment un moment donné quand même sur le territoire, faut se poser la question, le maraîchage biologique, on parle de retour à la terre, mais clairement quand on voit les politiques, que ce soit à petite échelle sur la métropole, ou après à plus grande échelle comme la PAC, et pas que le maraîchage, si on regarde aussi tous les éleveurs de vaches laitières, quand on voit qu'à un moment donné le prix du litre de lait bio en fait est racheté par les coopératives moins cher que le prix du lait bio conventionnel, ça pose question. Enfin en tout cas pour l'avenir, pour les personnes qui voudraient s'installer, entre accéder aux terres et défendre aussi des valeurs. Ouais. C'est ça peut être compliqué. Ça, je trouve ça assez, c'est en même temps enthousiasmant, mais je trouve que ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui avaient envie de ce retour à la terre, de se former sur d'autres métiers, la permaculture, l'agriculture bio, etc. Alors que quand même, c'est un ensemble de métiers où on voit bien que c'est difficile, que c'est très mal valorisé d'un point de vue financier et pas que. Et du coup, je trouve que c'est une espèce de dichotomie comme ça entre à la fois des politiques publiques qui sont pas très engageantes, un regard sur ces métiers-là qui sont pas très engageants, et des gens qui sont quand même malgré tout ultra motivés, qui se lancent là-dedans. Tiffaine. Mais je pense aussi que c'est pas pour l'argent qu'on est motivé quand on se lance là-dedans, c'est parce qu'on a envie de faire changer les choses aussi, tu vois. Bah oui, non mais c'est ça, c'est malheureux quand même. Là, c'est même pire que pas d'argent. Oui, non, mais c'est quand même des gens qui nourrissent le monde, quoi. Ah oui, mais je suis d'accord, mal mais payés. Enfin, après en France peut-être ça c'est un petit peu mieux, mais vas-y. Excuse-moi. Non, quand Caro dit, il y a plein de gens qui sont motivés pour se lancer, alors que derrière, politiquement et tout ça, ça suit pas, mais ça saurait s'il fallait attendre les politiques pour faire changer les choses de toute façon. Sûr. Donc en fait. Non, mais c'est sûr, mais là on a quand même une remise en question au niveau de l'écologie, au niveau de la planète. Enfin voilà, on sait bien qu'il va falloir changer nos habitudes. Oui, parce que c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens qui se bougent. C'est juste, il n'y a pas. Tant pis, ça ne suit pas, mais on y va, quoi. On n'a pas le choix de toute façon. Ah bah non, on n'a pas le choix. Hein? Moi, si je peux me permettre, je voudrais aussi parler de ces personnes qui arrivent chez nous et qui en fait ne font pas le choix de s'orienter vers les métiers de l'agriculture et d'être ouvriers maraîchers, mais qui quand même occupent cette fonction-là, donc se dépassent considérablement quand même pour beaucoup, physiquement, dans des missions aussi qu'ils n'ont jamais occupées, qui vont à la découverte d'eux-mêmes en fait aussi, qui se révèlent aussi dans des tâches parfois c'est dur, pas faciles, une confrontation à une météo.
Et en fait, notre but aussi, c'est de les valoriser aussi en fait dans ces missions-là et de leur permettre cette découverte d'eux-mêmes et puis aussi cette réflexion, parce qu'en fait c'est aussi l'objectif, c'est qu'il y a aussi ce retour sur soi, cette réflexion sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est quoi mes envies, mes besoins, mes valeurs. Qu'est-ce qui a du sens ? Où est-ce que je peux trouver ma place ? Est-ce que je vais être reconnue pour ce que je suis, pour ce que je sais faire ? Et qu'est-ce que je sais faire ? Donc voilà, je trouve que c'est à valoriser et c'est aussi courageux d'aller complètement s'expérimenter dans tout ça. On va se faire une petite pause musicale. Tiffen, je crois que tu avais un morceau à nous proposer. Ouais, alors moi je vais sortir un petit peu de ton couloir punk rock que tu as vécu ce week-end pour proposer quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus doux. J'avais envie d'écouter un peu de Moriarty ce soir avec le titre Long Live the Devil, un groupe qu'on a découvert du coup en 2007 avec le titre Jimmy. Buffaloes used to say, tu te souviens ? Oui, tout à fait. En 2010, en tout cas, ils ont lancé aussi leur label, un label qui est anagramme à Moriarty, s'appelle Air Ritmo, et c'est un label où on peut retrouver aussi un groupe assez incroyable que je vous invite tous et toutes à écouter et découvrir. Ça s'appelle Astéréotypie. Mais pour revenir à Moriarty, vous allez l'entendre. Du coup, on est dans un folk total. C'est une véritable inspiration. Pour autant, le groupe lui qualifie son travail pas de folk, mais plutôt de home music. Le titre que je propose de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui, il n'est pas nouveau. C'est sorti en 2015. C'est leur dernier album, Epitaph. Alors oui, 2015, je sais, ça fait longtemps, mais en fait, quand on sait qu'ils travaillent des morceaux pendant 13 ans avant de les sortir sur un album, bon voilà. C'est un album assez marrant, entre guillemets, parce que Epitaph, c'est ce qu'on trouve sur les tombes. Pourtant, cet album, il est plein de vie. Alors, la mort ne parle pas, mais l'épitaphe, si. Et si le mal devient bon, vive le mal. Si le diable me sauve, vive le diable. Je vous propose d'écouter, du coup, Long Live the Devil de Moriarty. It's
Vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio et on écoutait Moriarty, le morceau Long Way Devil. Long the Devil. Long the Devil. Avec le D entre parenthèses. Voilà. Caro, du coup, tu voulais nous préciser quelques petites choses. Oui, parce que on parle retour à la terre, agriculture, et du coup, moi, j'avais envie d'aller regarder un peu quelques chiffres sur le lien entre les femmes et l'agriculture. Alors aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres comme ça. 25% des chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles sont des femmes. Alors avec Marie, on s'est fait la même réflexion en disant ah ouais, 25%, c'est vachement bien. Bon, après on s'est dit bon, en fait non, c'est pas assez, mais on aurait imaginé qu'il y en avait peut-être moins. Donc 25% des chefs d'exploitation sont des femmes. 30% des actifs permanents agricoles sont des femmes. Le mot agricultrice a fait son apparition dans le Larousse en 1961. Voilà, c'était assez tardif quand même, parce que c'est vrai qu'avant, c'était pas des agricultrices, c'était des femmes agriculteurs. Voilà. En 2019, la durée du congé maternité des agricultrices s'est retrouvée alignée sur celui du régime des salariés. Donc ça, c'est très récent. C'est quand même un peu hallucinant. Ouais. Et un autre chiffre, 19,5%, c'est la différence entre les pensions de retraite entre femmes et hommes. Donc bien évidemment, moins 19,5% pour les femmes sur les professions qui sont considérées comme conjointes collaboratrices. Et d'ailleurs, dans quelques années, là, en 2019, 55% des agriculteurs et trices avaient plus de 50 ans, ce qui veut dire que dans les prochaines années, on va aller vers un renouvellement assez fort de la profession, et qui laissera peut-être la porte ouverte à des changements, on l'espère. Ouais, à des jeunes, parce que oui, c'est ce que je lisais aussi, que la moitié des agriculteurs français vont être à la retraite d'ici 2030. Oui, d'ailleurs, il y a eu un documentaire qui passait sur France 5, je crois, en 2020, qui s'appelait Retour à la Terre. Qui est un documentaire réalisé par Alexandra Riguet et qui explorait la réalité de jeunes agricultrices face aux pesanteurs d'un monde rural qu'elles espéraient changer. Donc c'était plutôt des profils de reconversion ou de un peu succession d'exploitation, des profils de femmes, je crois, de moins de 40 ans. Et voilà, c'était assez des profils très différents, des parcours de vie très différents, parfois avec un poids familial d'un père ou une mère qui lègue entre guillemets cette exploitation, et pas toujours qui les aide d'ailleurs. Voilà, c'était assez intéressant. Et du coup, justement, je me demandais, Gladys, toi, est-ce que tu as t'avais un rapport par rapport à ta famille, ou est-ce que c'est quelque chose comment t'as eu cette envie de retour à la terre? Est-ce que c'était un retour ou est-ce que c'était une découverte de la terre? Oui, c'était peut-être un petit retour. Ma grand-mère n'était pas agricultrice, mais elle habitait un village, en fait, elle faisait les légumes pour tout le monde. Donc voilà, c'est agricultrice bénévole, quoi. Ouais, c'est ça, bénévole. Et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des difficultés ou au contraire des avantages à être une femme dans ce domaine professionnel? Non, j'ai pas ressenti. En fait, je savais ce que je voulais faire, donc c'est vrai qu'au départ, ça paraissait un peu farfelu de faire des fleurs, des herbes, et voilà. Donc non, j'ai pas vu de différence. Mais finalement, on en parlait hors micro, tu as réussi à bien te démarquer, et notamment tu vends tes productions dans certains restaurants, et tu étais assez fière de nous dire que tu vendais tes productions à quel restaurateur? Oui, alors ça tourne, il n'y en a pas des centaines, mais donc Watteau-sur-Mer, le Puy-Fleury, le Donjon à Étretat, Giverny, le Jardin des Plumes, à Giseurs, je me rappelle plus du nom. Après, ça va être sur le Havre, le BDH, le Pur et le Margotte. Et du coup, c'est quoi les types de pousses que tu fais? Alors, ça peut être aussi des pousses, des micro-pousses que je sème, voilà. Et ça peut être aussi des herbes sauvages, parce que je travaille pas le sol, donc voilà. Ok. Il y en a partout. Et des noms de plantes, Voilà, du mouron des oiseaux, de la vesse, de la petite oseille écusson, tout ça, ça pousse. Il va falloir qu'on vienne déguster ça, parce que je n'imagine pas du tout quel goût ça peut avoir. Non, il y a plein de goûts, des oxalis. Ça se mange les oxalis? Oui. Ah, d'accord.
Ouais. Je me ferai une petite salade en rentrant à la maison ce soir. Et du coup, oui, on disait pour les jeunes qui ont envie de se lancer dans le maraîchage ou l'agriculture, il y a l'asso Terre de Liens, justement, qui est une association nationale qui essaye de racheter des terres agricoles, en fait, pour les garder justement en terres agricoles. Et voilà, enfin, c'est une super asso. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, dans vos métiers au jour le jour? Enfin, est-ce que... C'est quoi quand vous vous levez le matin, vous vous dites je suis contente d'aller planter mes carottes ou de retrouver l'équipe avec qui je suis ou de me retrouver seule dans mon champ ou est-ce qu'il y a un truc ou tout simplement juste plonger les mains dans la terre. Ouais, aussi marcher dans l'eau, dans les flaques d'eau. Moi, la première chose, c'est d'être à l'extérieur, d'être dehors. Ça, c'est. Et vous, les filles, enfin peut-être plus Marie. Toi, t'es pas sur le champ du coup, Géraldine? Ponctuellement, en temps de Covid. Tu viens. En temps de Covid, j'ai fait mon immersion. Alors, par contre, travailler dans le social et dans un environnement comme celui-là, c'est assez magique. Ouais, bah oui. Et puis voilà, de faire des belles rencontres aussi humaines en fait, clairement, bien mais sûr. Aussi d'être entouré aussi de collègues qui ont plein de projets, de voir du vivant. Enfin. Franchement, c'est assez passionnant en fait, mais parce que ça allie les deux en fait, voilà. Complètement. Et ça permet. J'aurais trop de choses à répondre. Oui, mais vas-y, on a le temps. Mais du coup, en tout cas, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ce que je trouve intéressant avec du coup tout ce collectif, parce qu'on est quand même sur une équipe, on peut avoir 19 ans comme on peut avoir 62 ans, on peut être un homme comme on peut être une femme, on peut venir du Tibet comme on peut venir du Soudan, ou être une bonne cauchoise. Donc toute cette richesse-là, en fait, parfois est pas toujours évidente à gérer, mais elle décloisonne pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les barrières, c'est pas les femmes au bâtiment à préparer les commandes ou à faire le semis. En fait, c'est une tâche d'homme aussi. Il y a pas que les mecs qui se retrouvent en plaine. Et du coup, en fait, c'est comment chacun, avec ce qu'on est, on se découvre, on partage avec les autres, mais on accepte aussi les freins de chacun et la capacité à changer ou à repousser les barrières. Et ça, pas que sur une question de genre, sur plein d'autres choses. Et donc, c'est ça qui est assez passionnant, qui est pas, ça marche pas tous les jours, mais quand ça fonctionne et que ça permet de se rencontrer soi-même ou de se découvrir, voilà. Il y a le retour à la terre, en fait, c'est un retour. Enfin, en tout cas, ce support d'activité-là permet vraiment pour chacun. Puis, je sais pas moi, la première, de s'apprendre. De se découvrir, et puis une journée fait pas l'autre, le temps est changeant, se retrouver face, faut arracher ces planches-là de carottes dans la gadoue et puis tailler toute cette planche-là de tomates en plein cagnard, c'est clair, ça mobilise plein de choses de soi. Donc en fait, on vit à travers les saisons, à travers un collectif, et puis après il y a toujours aussi cette donnée. En fait, ce que je fais, ça se mange et c'est de qualité. Et quand je m'en vais livrer tous ces paniers, pour le coup, c'est tant de familles aussi qui mangent. Ouais. Donc ça a du sentir sens. Utile, c'est important. Et vous, les filles, du coup, est-ce que vous avez déjà travaillé la terre ou eu des expériences dans votre vie comme ça? Alors moi j'ai mon petit potager à la maison, enfin c'est une bande de terre comme ça, mais moi j'adore et franchement j'hésitais à me reconvertir, mais voilà quoi, enfin tu te dis ouais j'aimerais bien être dans la nature tout le temps, cultiver mes petits légumes et tout, aller sur les marchés, mais voilà, après j'ai pas franchi le pas encore parce que voilà j'ai pas les compétences, faut faire des formations etc. Et puis de me dire est-ce que au mois de février du coup quand t'es à quatre pattes dans la terre et que t'es gelé, est-ce que tu prends autant le plaisir? Est-ce que t'as déjà fait des saisons, des trucs comme ça? Non, j'avais fait une fois les vendanges, mais quand j'étais jeune. Même si c'était il y a pas si jeune, longtemps du coup. Mais voilà quoi. Après oui, j'aimerais bien. Voilà, pour l'instant mon métier ne me le permet pas trop. Mais voilà, je pense que je vais aller faire des petits stages chez des gens qui sont peut-être autour de la table. Et toi, non mais voilà, juste. Non, moi pas une reconversion, mais par contre j'aimerais bien. J'aurais bien aimé qu'on m'apprenne mieux et plus les principes de base en fait de potagère, d'agriculture,
de saison. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une mouvance où quand on est un peu sensible à ça, on peut quand même apprendre beaucoup de choses et juste se rendre compte de la saisonnalité des produits. Déjà, c'est intéressant. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'à l'école, en fait, on nous apprenne plus ça, qu'on m'apprenne à bricoler, à jardiner. C'est clair. Voilà. Après, je fais crever à peu près toutes les plantes que j'ai pu. Alors pas les plantes vertes, les plantes vertes, ça je sais pas. Mais tout ce qui est à manger, ça non. Mais je trouve que c'est assez technique aussi en fait, justement comment les plantes vivent, l'azote et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs hyper intéressants. Enfin voilà, l'humus, tous les insectes qui vivent autour de la plante. Enfin, moi j'étais allé visiter il y a quelques années la ferme du Bec et Loin, justement, qui était un peu la ferme permaculture du coin et c'est vrai que c'était super beau quoi, parce que sur un tout petit terrain il y avait tellement de diversité, c'était assez chouette quoi. Dans tout ce qui est dit, c'est quelque chose qui nous renvoie au fait qu'on est des cueilleurs, des chasseurs-cueilleurs à la base. On n'est pas grand chose finalement face à la nature et on a besoin de ce retour un peu à l'essentiel, de se sentir un peu utile et puis surtout je pense de se sentir un peu tributaire des éléments qu'on maîtrise pas, et des fois ça fait du bien de se remettre un peu à notre place. Tout à fait. Mais après, pour le coup, pour moi, faut faire un peu attention entre, en fait, dans mon quotidien, dans ce que je mange, dans comment je consomme, je parle de la nourriture, que de l'énergie, que repenser son habitat, son mode de déplacement. Tout ça, c'est des questions. Du coup, est-ce que en fait toutes ces questions-là, est-ce que on en dégage une activité professionnelle ? Parce que je suis porteur d'une installation où je suis ouvrier maraîcher. Parce que pareil, je veux bien distinguer aussi le quotidien. Des salariés chez nous, tout le monde bosse, il n'y a pas de souci là-dessus, mais du coup c'est sûr qu'on n'est pas sur un quotidien d'ouvrier maraîcher sur une ferme qui doit produire autant des débouchés en circuit court que du semi-gros, ou de chef d'exploitation comme Gladys. C'est pas les mêmes réalités. Et pareil, être ouvrier maraîcher, être responsable d'exploitation, c'est pas la même chose non plus. Bon, en tout cas, tu voulais dire quelque chose Non, je regardais Gladys si elle avait quelque chose à dire. Non, mais il est déjà 21h. Moi, personne m'a posé la question. Ah oui, toi, alors de toute façon, vous m'oubliez tout le temps. Vous êtes pas sympa. Dis-nous tout. Quel rapport tu as avec la nature, l'agriculture ? Moi, je suis arrière-petite-fille d'agriculteur. Voilà. Et voilà. Moi, je suis petite-fille d'agriculteur. Et puis de mes 14 à mes 18 ans, moi, j'allais au champ pour avoir de l'argent de poche l'été. Puis voilà, parce que il y avait que ça à faire. Bon, d'ailleurs, apparemment, ça n'a pas donné tout ça pour finir à la radio. Oui, et voilà. Je suis plus douée pour parler que pour faire des choses avec mes mains. Non mais voilà. Je commenterai pas. Moi pour finir, j'ai juste aussi regardé un super documentaire sur Arte là, qui est toujours en replay, qui s'appelle Sur le champ, pour une agriculture familiale, l'agriculture familiale, un choix alternatif. Et donc voilà, on va à la rencontre de paysannes et paysans aux quatre coins du monde, et chacune à leur échelle propose une manière différente de cultiver la terre et mène une véritable révolution dans l'espoir d'un avenir plus durable. Et en fait c'est ça, moi j'ai envie vraiment qu'on considère, en France et partout dans le monde, en fait, ces paysans, ces cultivateurs, que ce soit au Pérou ou en Afrique, où ces gens-là cultivent en fait du riz, et en fait, quand ça arrive sur le marché, ils peuvent pas concurrencer toutes les multinationales comme Monsanto et autres, et ils sont même pas bien payés, ils peuvent même pas manger le riz qu'ils ont produit. Et moi, ça me paraît tellement marcher sur la tête. Comme au Pérou, en fait, c'est dans leur culture de cultiver. Pour eux, comme en Afrique, c'est une honte si tu peux pas nourrir ta famille en fait, et toutes les grandes multinationales en profitent de ces gens-là en fait, parce que eux c'est dans leur culture de cultiver la terre et de respecter la terre, et moi je pense qu'il faut revaloriser tous ces métiers, parce que c'est eux qui nous font
qu'on peut se nourrir. Oui, et puis faire attention à ce qu'on mange au quotidien aussi. Voilà, on l'a évoqué aujourd'hui de toute façon. C'est exactement ça, hein, toutes les initiatives locales, les AMAP, les coopératives et tout exactement. ça. Exactement. Moi, je parlais du fait que je viens d'une famille d'agriculteurs, etc. Je viens surtout aussi de Bretagne. En Bretagne, il y a des exploitations de cochons qui polluent à mort toutes les rivières, etc. Et pourtant, on mange pas de cochons de Bretagne en France. C'est ça. Voilà. Non, mais là, voilà, le marché mondial, il y a vraiment un gros souci. Bretagne, en tout cas. Il y a vraiment un gros souci. Voilà, faudrait s'attaquer à tout ça pour que le monde change un petit peu. Ah oui, je reviens juste parce que je crois qu'il y a le marché complice au Havre le 3 et 5 juin au Jardin Suspendu. Je sais que toi, Gladys, tu y es. Ouais, j'y serai le samedi et le dimanche. Donc voilà, c'est 3 jours dédiés, je pense. Donc voilà, là, il n'y aura quasiment pas de légumes. Ah, c'est que des fleurs Des fleurs et des herbes et des petites transfos. D'accord. Voilà. Et sinon, on peut venir aussi faire une visite le mercredi après-midi. Ouais. Ok. Et vous aussi, c'est le mercredi après-midi, du coup, les filles, à Grain-en-Main ? La boutique, du coup, sur Étain-U, mercredi après-midi et vendredi après-midi. D'accord, ça marche. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à l'émission. On espère vous recroiser prochainement sur les marchés ou ailleurs. Caro, t'as un truc à dire ? Non, je voulais remercier nos invités d'être venus nous parler. Merci de l'invitation. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, pour finir, on va s'écouter un petit morceau de Black Sea Dahu, alors emporté par la voix et les compositions de Janine Catherine et son groupe, un gang très soudé de musiciennes et musiciens passionnés et talentueuses, connus ensemble sous le nom de Black Sea Dahu. Ils viennent de sortir un nouvel album renversant, I Am My Mother. Voilà, depuis 2012, le groupe originaire de Zurich a fait beaucoup de chemin, s'essayant à différentes sonorités pour enfin se retrouver dans des mélodies folk envoûtantes, soutenues par une orchestration brillante et harmonieuse. Black Sea Dahu, c'est l'aventure d'une fratrie soudée par leur voix et par l'osmose qu'ils ont su construire avec leur public qui les suit aux 4 coins du monde dans une relation musicale inédite. On va écouter le morceau Human King, donc c'est un peu pour toi, Caro, parce que je suis sûre que tu vas aimer. Et puis on vous retrouve dans 15 jours. Normalement. Merci. Normalement, pourquoi ? Bon, t'as pris des notes, Caro ? Oui, j'ai pris les notes. Dans 15 jours, je réalise l'émission. Ah ok, super. Pour la 90e, du coup. 90e. Mieux vaut tard que jamais. Et tu sais de quoi tu vas parler ? C'est pas l'émission sur les dérives sectaires ? Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. C'est moi qui avais proposé le thème, mais j'avais oublié. Et merci de votre écoute et on vous fait des gros bisous. On écoute Black Sea Dahu, Human King.